sont dans des styles complètement différents l'un et l'autre. Gilles, c'est du thriller psychologique, un peu dur. Il a été publié au Toucan, il a gagné le prix Cognac, et Yann, que tout le monde connaît, qui a vendu 750 millions d'exemplaires de son livre, Il y a eu la guerre. Le premier parce que les autres, je vous en parle même pas. Toi, ça s'inscrit dans un paysage lyonnais. Ouais, tous mes romans se passent sur Lyon, effectivement. La quadrilogie Zanetti, Bafon, des romans qui étaient plutôt gore. Ce que je cherchais, c'était plutôt des histoires tueurs en série, mais vraiment effrayantes. Mais aujourd'hui, en fait, je m'inscris beaucoup plus sur une psychologie fine. C'est comprendre les mécanismes, en fait, de la noirceur de l'humain. Finalement, des histoires très banales, mais qui montrent à quel point une vie peut basculer. On a besoin de décors, bien sûr besoin d'une intrigue, mais on a aussi besoin de personnages. Tes personnages à toi sont. Par contre, les personnages de Yann, j'allais dire qu'ils ne sont pas décrits. T'as fait comment? J'attaque le roman, je n'ai qu'un seul personnage en tête, c'est-à-dire le personnage principal. Quand j'attaque Yabou Delgueur, je n'ai que Yabou Delgueur. Et les autres personnages arrivent en fonction de l'histoire qui me mène là où elle veut, parce que je suis pas très sûr de là où je veux aller, je me laisse juste emporter par l'écriture. Donc je commence le deuxième chapitre, qui est en opposition au premier, puisque je sais pas où je vais avec le premier, donc je commence le deuxième. Le premier, c'est Yabou Delgueur, il est dans la steppe, la victime, c'est une petite fille, les témoins, ce sont des nomades. Par définition, le deuxième que j'attaque en opposition à celui-ci, et donc Yabou Delgueur ne peut pas être là, donc il faut que j'invente un autre personnage. Donc c'est là que naît Oyun, dans ma tête. En fait, le personnage, c'est le lecteur qui va le faire. Les gens viennent me voir en parlant de Yabou Delgueur, ils me le décrivent. En parlant de Sonongo, ils me décrivent Sonongo, qu'est-ce qu'elle est belle, comme ci, comme ça, etc. Alors qu'elle n'est pas décrite du tout. Et pourtant, dès que le bouquin ne t'appartient plus et qu'il appartient au lecteur, à chaque lecteur, chacun se fait une image différente. Donc, moi, je suis assez partisan de ne pas trop construire les personnages dans la description. Par contre, dans les dialogues que tu leur donnes, dans la façon dont tu les fais parler, dans la façon dont tu les fais réagir, le lecteur va leur donner une consistance. Quand Oyun regagne sa voiture, je dis juste qu'au-dessus d'elle, au 3e étage, on voit bouger le rideau gris et marqué de nicotine d'un vieil appartement. À ce moment-là du bouquin, ça ne me sert à rien. Il y a une possibilité pour... Voilà, mais j'ai mis un jalon. Je sais que là, quelqu'un peut avoir surveillé Oyun, et si plus tard, j'ai besoin d'un ressort dramatique qui fasse que Oyun était surveillée, ou quelqu'un savait ce qu'elle faisait, je vais ressortir ce type-là. En fait, globalement, j'écrivais par plaisir, donc c'était du proche en proche, c'était de scène après scène, et finalement, c'était les personnages qui m'entraînaient vers l'intrigue. J'avais pas forcément l'intrigue complète, et loin de là, et c'était le plaisir d'écrire, et justement de semer de temps en temps des points d'accroche sur lesquels tu puisses revenir et accrocher l'intrigue, ou développer l'intrigue, et c'est ce qui permet justement de ne pas te bloquer dans un bouquin. Je vérifie que toutes les trappes ouvertes sont bien refermées derrière, et s'il y en a qui m'ont pas servi, justement, là je les enlève. Aujourd'hui, je m'inscris dans des romans psychologiques, donc là l'apparence de la chair, et le dernier, donc La couleur de la morte, où là j'ai l'intrigue complète. Et là ça me gêne beaucoup plus, parce qu'il faut positionner les différents rouages, et on est contraint, on est dans un carcan finalement, qui est beaucoup plus exigeant en termes de justement comment mener l'intrigue, comment respecter finalement la chute sur laquelle on doit aller. Alors, le décor en Mongolie, bien sûr, tu y es allé. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je ne peux écrire que sur les pays où j'ai voyagé. Mes parents sont d'origine arménienne, et je pense que finalement, quand j'ai réfléchi, à force de faire des tables rondes, je pense que je suis très très marqué par la notion de diaspora. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de racines. Ce sont les pays riches en culture, mais pratiquement millénaires, qui m'intéressent. Moi, de toute façon, c'est Lyon, principalement Lyon. Il y a l'Ardèche un petit peu, mais j'ai une maison de famille en Ardèche, donc de fait, je connais bien les environnements, et en fait, je puise énormément dans les images que j'ai dans ma tête. Après, il m'est arrivé d'avoir besoin de certaines scènes sur lesquelles j'utilise l'informatique, et notamment Google Maps, qui me permet justement de me projeter en tant que piéton sur des images prises. Alors après, t'as pas les odeurs, t'as pas les lumières, mais au moins t'as quand même quelques images. Et les dialogues? Pour moi, les dialogues, c'est essentiel. Parce que comme je ne décris pas mes personnages,
l'aspect de mes personnages va dépendre de la façon dont je les fais parler. Si un personnage jure, il ne va pas jurer de la même façon s'il est Yahoo Lager, Woloun ou Mantouga. Il faut faire attention. Il y avait des tournures de phrases qui ne sont pas les mêmes, il y a des constructions même grammaticales qui ne sont pas les mêmes. Un dialogue réussi, c'est forcément un dialogue qui est adapté à chaque personnage. Chacun a sa façon de parler. Donc dans un bouquin, quand on fait un dialogue, on doit être capable, en tout cas l'auteur et le lecteur, reconnaître directement de qui parle. Il faut que le dialogue serve aussi à l'intrigue. Enfin, ça peut pas être du blabla autour d'une tasse de thé pendant 300 pages. Est-ce qu'à un moment donné, vous sentez qu'il y a une bascule qui doit se faire pour aller vers la fin? Les 80 dernières pages, je suis dans une fuite en avant. Généralement, c'est deux mecs qui se poursuivent dans un décor différent, et puis qui s'en va à la mort, et voilà. Et donc, j'ai pas cette fin-là parce que, après, mon problème consiste simplement à faire que ces pages qui sont linéaires par rapport aux précédentes pages qui sont plutôt embrouillées, ces pages linéaires fassent un peu comme d'un entonnoir, pour que ce soit efficace, quoi. C'est l'écriture, l'intrigue. Je sais qu'à un moment donné, ça bascule vers la fin, et les fins qui sont quand même assez twistées, notamment la couleur de Zamorte, où là, finalement, on découvre la réalité dans l'épilogue. Il aurait fallu qu'on parle du travail d'édition, dans les maisons d'édition. Le manuscrit me revient avec en marge toutes les corrections de mon éditrice, des correcteurs, et notamment les correcteurs qui, eux, appliquent la règle et la logique à la ligne, me met en marge incorrect, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, le vent n'est pas la houle. Parce que en parlant de la steppe, je veux donner l'immensité de la steppe avec un coup de vent par-dessus, et je parle de la houle irisée du vent. C'est pas correct. Effectivement, la houle, c'est pas le vent, donc on peut pas dire la houle du vent. Et j'ai dit, je m'en fous. J'ai inventé d'ailleurs, par l'occasion, une correction qui va dans les marges, ça s'appelle coquetterie d'auteur, et quand je mets coquetterie d'auteur dans la marge, c'est-à-dire que là, je ne cède absolument pas là-dessus. C'est pas simple, vis-à-vis d'un éditeur, de garder ce qu'on souhaite. Même si effectivement il y a certaines images qui sont littéralement pas justes, il y a certaines images auxquelles on tient. Parce que, en fait, elles nous prennent là. On se retrouve avec le manuscrit sur lequel on a travaillé, on le remet en pensant qu'il est efficace et terminé, et là on a en face un manuscrit qui revient garbouillé de bouille dans tous les sens. Alors, naturellement, il y a tout ce qui est faute de ponctuation, faute de frappe. Mais après, il y a des choses qui sont importantes, parce qu'on découvre que nous avons des types d'écriture. Moi, j'ai plusieurs types d'écriture que maintenant j'essaie de maîtriser avant de remettre le manuscrit. On a pu vous remercier. Merci d'être venu. Merci à tous. Et puis à bientôt. Bienvenue à cette troisième chronique pour Dora Sfarez. Nous allons vous présenter des polars venus d'un pays qui m'est cher, qui me touche de très près, l'Écosse. 3 bouquins. Le premier, celui-ci, qui est absolument fabuleux, qui est l'Écosse selon Peter May, qui vous emmène dans les îles des Hébrides, avec des photographies sublimes de David Wilson. C'est édité chez Le Rouergue. Et c'est absolument fabuleux. On s'imagine pas du tout trouver des plages comme ça dans les Hébrides. Ce premier opus vous apprendra aussi comment Peter May a construit ses romans, pourquoi il les a situés dans les Hébrides, et vous apprendrez beaucoup sur l'histoire des Hébrides. Le deuxième livre sur l'Écosse que je vous présente a été édité au Chêne. Et c'est une petite merveille, signée par un photographe français très reconnu dans le monde de la marine, qui s'appelle Philippe Plisson. Plisson vous emmène à la découverte des ports écossais, avec des images, des photos qui vous donnent envie de partir, de voyager. Le troisième est néanmoins génial, photographe français encore, c'est Depardon. On voyage à Glasgow dans les années 80. Glasgow, c'était une ville mortifère, qui perdait toutes ses industries, avec une préface de William Boyle, avec des photos d'une rare qualité. Vous allez voir le Glasgow, qui était vraiment pas un Glasgow qu'on aimerait revoir,
avec une pauvreté mais galopante. C'est au seuil et c'est à avoir dans sa bibliothèque parce que du Depardon c'est toujours beau à regarder. Un truc un peu plus léger, La Puce. Gros coup de cœur BD. Un mec qui a vendu à 10 000 exemplaires en 2 semaines ce tout petit opus, les tribulations d'un chat méchant qui veut tuer absolument les humains et les assujettir à la suprématie féline. C'est très très drôle et c'est le chat dans toute sa splendeur. Et c'est chez Monsieur Popcorn. Et le dernier, alors par contre, c'est que les anglophones. Vous ne le trouverez pas n'importe où, vous ne le trouverez que sur le site de Shakespeare & Co. ou alors faudra vous payer la balade à Paris. C'est-à-dire que Shakespeare & Co. est une librairie qui a été fondée par Sylvia Beach en 1919 et qui a donc eu ses heures de gloire avant-guerre avec des gens comme Hemingway. Ce magnifique bouquin vous emmène dans la deuxième version, celle de George Whitman, qui a une philosophie de la librairie qui est démentielle. C'est-à-dire que pour lui, un bon libraire, c'est un libraire qui partage. Et ça, je suis tout à fait d'accord. On parle souvent de la crise de la librairie indépendante, mais les très bons libraires indépendants sont extrêmement rares, c'est une chose à savoir. Il sait toute l'histoire de cette librairie mythique, version Whitman, avec les tumbleweeds qui viennent, squattent la librairie, avec pour obligation de travailler quelques heures, de lire un livre par jour tant qu'ils sont dans la librairie. Whitman, c'est un révolutionnaire, profondément humaniste, un libraire mythique et il le restera longtemps puisque sa fille a repris Shakespeare & Co. Seulement, le seul impératif pour celui-là, c'est qu'il faut parler couramment l'anglais et il ne sera pas traduit en français. Voilà, c'était ma chronique du jour. Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 2 livres, des livres qui m'ont vraiment mis un coup de poing dans la tronche, alors pour 2 raisons différentes. Le premier, c'est un livre de Chloé Médy, qui en est à son 2e ouvrage, mais elle aborde un thème beaucoup plus personnel, une histoire de famille bousculée par une bavure policière il y a une quinzaine d'années. Toute l'histoire est contée par le fils de cette famille, qui s'appelle Mathia, qui a 11 ans, et qui un jour, en découvrant un tag à la gloire du gamin qui avait été tué par les policiers, va se remémorer toute cette affaire, tout ce que ça a impliqué pour lui, tout ce que ça a bousculé dans sa vie familiale. C'est une description magnifique d'un environnement qu'on connaît tous par les journaux et qui là est amené par des personnages qui au travers de leur vécu vont nous détailler cette difficulté de vivre dans des cités reléguées loin de la République. Donc un très très bon ouvrage d'une jeune auteure et qu'il va falloir suivre parce qu'elle a une langue admirable. Au-delà du sujet, c'est vraiment la langue qui moi m'a frappé. Deuxième ouvrage que je tenais à vous présenter, une histoire de musicien qui nous raconte comment un jeune homme qui est guitariste, un jour se retrouve à devoir livrer une guitare au fin fond de l'Écosse, dans un manoir, et il a appartenu à Jimmy Page, donc le guitariste de Led Zeppelin. Et là il arrive chez un homme, et cet homme est collectionneur de guitares. Il a des guitares mythiques. Le type petit à petit va lui faire comprendre qu'il n'est pas venu seulement pour livrer les guitares, il est venu pour partir à la recherche de la moderne, qui est un modèle totalement mythologique de Gibson. Et donc ce personnage lui dit bah moi je l'ai eu, donc je l'ai acheté. Elle était dans ma collection et elle m'a été volée. Je vais vous demander d'aller chercher cette guitare. Non seulement on va revisiter toute l'histoire du rock, mais en plus de ça, dans sa recherche, il va découvrir un musicien complètement oublié, qui était un guitariste de génie. Et surtout, il va se retrouver petit à petit dans un vrai polar, parce qu'il va être poursuivi par des gens qui veulent tous mettre la main sur les enregistrements de ce musicien et en même temps retrouver la moderne. 2 jeunes auteurs qui sont fantastiques et qui sans doute vont continuer à nous écrire de très très belles histoires. Voilà pour cette semaine.